Bonjour à tout le monde. Géraldine, je te laisse peut-être le soin de te présenter pour démarrer. D'accord, bah écoute, bonjour à tous, bonjour Marie-Hermine et Marie-Louis, merci beaucoup de cette introduction et merci à tous ceux qui vont nous suivre ce matin sur ce célèbre Pépite Café. En effet, je travaille donc chez ACE depuis 19 ans comme directeur de l'excellence client et compliance sur l'acculturation de nos collaborateurs à la culture client, sur le pilotage opérationnel de la qualité de service et sur toute la compliance de la data. Donc, ACE est un cabinet de recrutement, en effet, leader mondial du recrutement spécialisé, qui compte aujourd'hui plus de 650 collaborateurs répartis sur 22 villes et couvre 25 spécialisations métiers. Donc, nos consultants en recrutement travaillent de façon tripartite avec des entreprises clientes des secteurs privés et publics sur des postes en CDI, CDD, travail temporaire et contracting. Et donc, nous répondons aux besoins en recrutement de nos clients en leur présentant des candidats en recherche d'opportunités professionnelles. Donc ça, je pense que tout le monde a un peu le schéma directeur d'un cabinet de recrutement. Voilà, alors c'est vrai que pendant la présentation, j'introduirai souvent le terme client, mais cela englobera de façon générique aussi bien la relation que nous avons avec le client, l'entreprise cliente, mais aussi avec le candidat. Voilà, parce que nous travaillons vraiment à trois. Voilà. Voilà pour ma petite présentation, Christophe, si tu veux du coup Super, prendre le merci. relais. Donc, merci beaucoup. Donc, il ne vous aura pas échappé que vous avez un duo à consonance italienne avec vous ce matin entre Molinaro et Ferrari. Voilà, ça c'est fait. Plus sérieusement, un petit mot complémentaire par rapport à ce que disait Marie-Hermine. Effectivement, moi je travaille comme consultant dans le domaine de l'expérience client et de la transformation client, qui est un sujet qu'on va aborder avec vous ce matin. La particularité de Customer Focus Consulting, un cabinet que j'ai créé maintenant il y a 8 ans, et que finalement nos consultants sont réunis dans un réseau d'experts en expérience client, qui est un réseau d'indépendants. Voilà, donc ça veut dire qu'on a aussi un vécu auparavant, et c'est surtout un vécu en entreprise qu'on a acquis avant d'être indépendant, ce qui nous permet d'être, on pense, le plus concret possible. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu ce que nous allons partager avec vous ce matin. Et comme le disait Marie-Hermine, finalement, tout est dans le titre. C'est un bon résumé. Alors, il ne vous aura pas échappé que c'est un titre, finalement, avec trois composantes que vous avez là sous les yeux. Un NPS supérieur à 50, sans être digital native. Et puis, c'est possible. Alors, NPS supérieur à 50, je suppose que ça doit un petit peu vous intéresser parce que c'est pas forcément, ça court pas les rues, un NPS de ce niveau-là. On reviendra dans un instant quand même sur la notion de NPS avant d'aller dans le détail des raisons pour lesquelles AID a un niveau aussi élevé. Sans être digital native, alors bien évidemment, c'est un clin d'œil au fait que, comme vous le savez, généralement on dit que le client et le digital sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on n'est pas forcément tombé dans la potion magique du digital quand on était petit, comme Apple, Amazon ou d'autres gros acteurs, il faut forcément se transformer. Mais l'idée qu'on va évoquer au cours de cet échange, c'est que justement, nos entreprises qui ne sont pas tombées dans la potion magique du digital quand elles étaient petites, ont malgré tout des atouts et c'est ce sur quoi on reviendra tout à l'heure, qu'il n'y a pas que le digital, forcément, il y a plein d'autres choses. Et puis, c'est possible, ça veut dire que il n'y a pas de fatalité, c'est tout à fait envisageable. On peut partir d'une situation négative, qui est peut-être le cas pour certaines entreprises qui sont avec nous ce matin, pour arriver finalement à des résultats qui sont de très bonne facture, comme on va le voir. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Et concrètement, on va le faire en trois temps. Un premier temps, effectivement, on va s'arrêter quelques instants très rapidement sur la notion de NPS pour partager quelques idées avec vous que vous connaissez certainement, mais pour les rappeler pour la suite de l'échange. Et puis ensuite, on fera un focus sur ce qu'on a appelé, alors on a coutume de parler des moments clés de l'expérience client. Euh, sur la base en fait de nos observations, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des moments clés ou des étapes
importante sur le chemin de la transformation dans les entreprises, encore une fois, qui ne sont pas forcément digital natives. Et c'est ce recul qu'on aimerait partager avec vous et engager la conversation ensuite après dans la dernière partie, la quatrième partie finalement, qui sera la partie d'échange et questions-réponses, avant de donner la parole donc bien entendu à Géraldine, qui illustrera finalement ce passage d'une situation il y a quelques années où le NPS n'était pas à 50 à une situation d'aujourd'hui où le NPS est à un niveau très élevé et nous donner un petit peu les recettes et les ingrédients de tout cela. Voilà, voilà. Alors, quelques mots d'abord, je vous ai dit sur la partie NPS. Juste en termes d'illustration, en fait, il y a 4 idées que j'aimerais partager avec vous. Euh, la première, c'est il y a NPS et NPS. On va y revenir. La deuxième, c'est une moyenne à démoyenniser, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. La troisième idée, c'est un besoin d'abondance. Et la quatrième, c'est le NPS seul ne suffit pas. Alors, j'essaie d'illustrer en fait tout ça. Et puis, Géraldine aura l'occasion aussi de donner des illustrations concrètes de ce qui se passe chez Aise, qui est un dispositif d'écoute client qui est très, très complet. On en parlera. Ce que j'entends par il y a NPS et NPS, vous le savez, on a coutume de parler du NPS à chaud et du NPS à froid. Le NPS à chaud étant plutôt suite à une interaction, donc on va dire un NPS plutôt transactionnel. Et puis le NPS à froid qui lui est plutôt appelé relationnel. Euh, Ce que j'aimerais mettre en avant ici, c'est que ce qu'on constate quand même très généralement, c'est que le NPS à chaud a des niveaux qui sont quand même très très élevés par rapport comparativement à un NPS à froid. Donc l'idée à retenir ici, c'est attention, beaucoup d'entre vous le savent, attention à ne pas prendre pour argent comptant finalement le NPS après une interaction qui est peut-être pas complètement le reflet de l'ensemble des interactions que le client a eues avec votre entreprise sur une période complète, sur l'ensemble de son parcours. Voilà, donc Géraldine reviendra là-dessus parce que je pense que on a une très bonne illustration chez Aide. La deuxième idée, c'est que attention à ce fameux NPS. Mes clients me disent souvent, il est volatile, il bouge, il monte, il descend très rapidement, etc. Une moyenne à démoyenniser, c'est qu'en fait, tout indicateur, de toute manière, cache des disparités dans le temps, par région. Mais on va dire que de par sa construction naturelle, dans laquelle on ne va pas rentrer ici dans le détail, bien sûr, le NPS est peut-être a encore peut-être plus besoin d'être démoyennisé. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne faut pas hésiter à le décomposer. Et peut-être que ce qui est vraiment intéressant, donc pas forcément par région, dans le temps, etc., mais ce qui est intéressant, c'est peut-être le décomposer en zoomant sur des populations de clients, donc populations clés de clients, pour détecter des risques. On va prendre des exemples. C'est plutôt pas mal, comme le font pas mal d'entreprises d'ailleurs, parfois de regarder le NPS sur vos clients les plus rentables. Si vous commencez à avoir effectivement une baisse de votre NPS sur ces clients-là, c'est peut-être un indicateur avancé de quelque chose qui ne va pas bien et surtout vous êtes à risque. Ou alors, NPS de vos clients plutôt fidèles, voire encartés, qui sont des clients qui viennent très souvent, ou plus globalement d'ailleurs des clients qui viennent de manière assez fréquente visiter vos enseignes ou votre marque, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Voilà, donc n'hésitez pas et regardez bien parce que c'est pas le Saint Graal quand on regarde la grosse moyenne généralement, qui se compare d'une entreprise et une autre, il y a beaucoup, beaucoup de choses différentes quand on regarde dans le détail. Un besoin d'abondance, et ça va un peu avec le point précédent. On sait qu'on a souvent besoin de volume important sur un indicateur, sur tous les indicateurs, bien sûr, mais là aussi, encore une fois, de par sa construction un peu naturelle et sa volatilité, le NPS, il a vraiment besoin de beaucoup de volume. Et donc, ça veut dire concrètement, en même temps que vous travaillez la mesure, le questionnaire, la manière de poser les questions et le mode conversationnel, travaillez en parallèle aussi les volumes et le fameux taux de retour. Et là, on aura aussi un exemple intéressant concernant Aide. Et puis surtout, et c'est peut-être le plus important, encore une fois, tout le monde insiste là-dessus, et je me permets de le faire également, le NPS seul ne suffit pas. Le NPS, c'est la partie visible et encore parfois un peu faussée dans certains cas de figure de l'iceberg. Bien évidemment, il faut combiner ça avec tous les autres indicateurs
que ce soit dans le domaine de la satisfaction, dans le domaine des performances économiques, hein, donc de la CSAT, du Customer Effort Score ou ce que vous voulez, mais surtout aussi des indicateurs avancés qui sont souvent des indicateurs opérationnels de pilotage de votre activité. Si je prends l'exemple de l'automobile, c'est intéressant quand même de suivre, par exemple, le taux de respect du délai de livraison d'un véhicule neuf, parce que c'est souvent un indicateur avancé de la satisfaction client et du NPS sur le parcours du client au moment de l'achat et la livraison d'un véhicule. Voilà. Voilà quelques petites précautions, j'imagine que vous les aviez en tête, sur lesquelles je voulais partager quelques idées avec vous avant d'aller un cran plus loin. Alors, la deuxième idée que j'aimerais partager avec vous, c'est donc en fonction de l'expérience que nous avons chez Customer Focus, un peu de nos apports sur tout ce qui est transformation client dans des entreprises qui, encore une fois, ne sont pas tombées dans la potion magique quand ils étaient petits, donc celle du digital. On va dire que globalement, nous, on a constaté peu ou prou 7 étapes différentes par lesquelles passent en fait les clients. Et on va dire que beaucoup d'entreprises, alors je vais revenir dans le détail sur chacune de ces étapes, beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui dans le niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc la prise de conscience, la stratégie client, la mise à niveau, sur les étapes sur lesquelles je vais revenir. En fait, on en a déjà moins qui sont sur l'étape au-dessus, qui concernent plutôt des éléments un petit peu, des vrais éléments qui permettent de consolider et d'aller un cran plus loin, donc dans le domaine de la culture client, et ce que moi j'appelle l'excellence client. Et surtout, quand on arrive dans la zone 6 ou 7, que je vous décrirai dans un instant, donc le levier business et la création de valeur, on en a pratiquement très très peu. Voilà. Alors, évidemment, Géraldine vous expliquera ce que fait ACE, et ACE est vraiment dans la partie la plus élevée. Alors, concrètement, la prise de conscience, qu'est-ce que c'est? Alors, vous en doutez un petit peu, mais s'il fallait la résumer, la prise de conscience, ça peut se résumer par l'entreprise, tout d'un coup, enfin, on va dire pour certains, comprend que le bénéfice de l'entreprise passe par le bénéfice du client. Certains disent par le client, pour le client. Cette notion de bénéfice, évidemment, elle a plusieurs sens, hein, puisque c'est aussi bien au sens économique du terme qu'au sens des bénéfices globaux du client. Quand on parle d'expérience client, on parle souvent de bénéfices un peu plus intangibles, puisque qui dit expérience client dit émotion et mémoire, donc on a des critères qui sont un peu plus intangibles. Et l'émotion, on le sait, c'est ce qui fait décoller complètement d'ailleurs votre NPS. Donc cette notion de prise de conscience, c'est souvent la première étape par laquelle passent les entreprises. Et on va dire qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les entreprises qui ont besoin de se transformer ont compris qu'il fallait changer un petit peu de manière de regarder les choses, ce qui n'était pas encore le cas il y a 2 ou 3 ans, par exemple. On a un exemple qui est assez intéressant, qui est celui de Ryanair. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. Donc Ryanair, qui est une société aérienne dans le domaine du low cost, avec un patron que certains d'entre vous connaissent peut-être, s'appelle Michael O'Leary, qui a une personnalité quand même assez affirmée, qui est souvent considéré dans notre métier comme ce qu'on peut appeler l'antéchrist, si je peux me permettre. C'est une citation hein, de l'expérience client. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui tout le temps a souvent, pas très bien considéré ses clients et a estimé que finalement, un client, c'est quelqu'un qui achetait un billet pas cher et qu'on faisait monter dans l'avion. Et surtout, on ne s'occupe pas de son client. Il se trouve qu'il y a quelques années, ce Michael O'Leary s'est rendu compte que son business commençait à stagner, voire à baisser, et il a émis quelques profit warnings qui étaient un petit peu compliqués pour lui. Et en fait, il s'est rendu très rapidement compte que le fait de ne pas s'occuper de ses clients commençait à être pénalisant pour l'entreprise. Et il a malgré tout décidé de changer et de passer effectivement dans une attitude un petit peu différente. Donc cette prise de conscience est arrivée donc même dans une entreprise qui n'était pas tournée et qui n'avait pas considéré que le client était important.
Alors, ce qui va de pair avec ce que je vous dis ensuite, c'est l'étape suivante, puisque c'est bien de prendre conscience de tout ça. Après, c'est parfois un peu plus compliqué de mettre le client au cœur de sa stratégie. Quand vous avez quelqu'un comme Jeff Bezos qui, dès 1998, quand il parlait aux actionnaires en plus, puisqu'il avait compris que expérience client égale rentabilité, égale retour sur investissement, égale ROI. Quand vous avez Jeff Bezos qui, donc, dès cette période-là, disait que notre intention, donc on est en 98 quand même, hein, il y a 24 ans, disait, voilà, notre intention, c'est de construire l'entreprise la plus customer-centric au monde. Donc, quand vous avez ça d'un côté, c'est vrai qu'il y a quand même une certaine longueur d'avance sur le sujet. En revanche, ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde et ce n'est pas forcément facile quand on a travaillé depuis de nombreuses années avec des orientations produits, avec un mode, une stratégie particulière. Et s'il fallait résumer cette étape-là, c'est faire du client, et j'insiste, et de l'expérience client, qui sont deux choses un petit peu liées, un axe stratégique de l'entreprise. C'est ça le véritable sujet ici. Et donc derrière, ça veut dire aussi définir concrètement, hein, quand on parle de stratégie expérience client, c'est quoi l'expérience client que je veux offrir à mes clients? C'est quoi les justes moyens dont je vais me doter pour le faire? Donc là, les entreprises commencent déjà à avoir un petit peu plus de mal à rentrer dans cette logique-là, mais on y arrive à peu près. Et ensuite, la troisième étape, c'est une fois qu'on a posé un peu les fondamentaux de cette prise de conscience de la stratégie client, souvent, et c'est ce qu'on constate depuis maintenant quelques années, c'est l'étape de la mise à niveau, de la modernisation de ces outils, de ces process, de son organisation. Donc concrètement, c'est la mise à niveau du CRM, du dispositif d'écoute client, des outils de service client. Parfois, les process de réclamation sont revisités aussi à cette occasion-là. On se rend compte d'un certain nombre de choses. C'est le moment où on va construire ou raffiner un peu ces parcours clients. C'est plus de la construction d'ailleurs que du raffinage. Et puis, bien entendu, en termes d'organisation, c'est soit la construction d'un programme de transformation client, soit plus concrètement aussi, plus opérationnellement, la création d'une direction de l'expérience client. L'enjeu ici, hein, c'est, en se mettant à niveau, c'est finalement d'adresser les irritants, rétablir son image, et puis, bien entendu, d'améliorer aussi son coût à servir pour réussir à servir ses clients de manière un petit peu plus accessible financièrement, surtout quand le volume est important. Voilà. Donc, ces étapes 1, 2, 3, beaucoup d'entreprises y sont aujourd'hui. Et comme je vous disais, en revanche, c'est au niveau de l'étape 4 que les entreprises sont un petit peu moins nombreuses. Et la culture client, je pense que vous êtes un certain nombre ce matin à nous écouter, ou vous êtes peut-être dans ce sujet-là. La culture client, c'est vraiment le sujet, enfin, ce que moi j'observe, c'est le sujet du moment. Dit autrement, c'est comment on réussit finalement à désapprendre de ces modes de pensée, hein, qui sont souvent des modes de pensée orientés produits, par exemple, ou alors une entreprise qui est peut-être plus tournée dans un mode ingénierial. Ça, il y en a quelques-unes, moi j'en ai connu, j'ai même travaillé dans des entreprises comme ça. L'idée, c'est derrière, effectivement, de penser client de manière systématique, où que l'on soit dans l'entreprise. Et comme résumé sur cette slide, c'est faire de l'expérience client l'affaire de tous. Voilà. Donc là-dessus, sur ce sujet, pour vous donner des exemples, on a une entreprise qui fait partie de notre club, dont j'ai oublié de vous parler d'ailleurs tout à l'heure, puisque Géraldine et moi faisons partie d'un club professionnel qui s'appelle Time to Share CX, qui a pour objectif d'améliorer, de partager des bonnes pratiques sur l'expérience client dans le domaine du B2B. Dans notre club d'entreprise qui s'appelle Sage a beaucoup, beaucoup œuvré et travaillé sur ce sujet avec la construction de la Sage Attitude. Par exemple, je ne vais pas rentrer plus en détail. Vous avez d'autres entreprises qui travaillent aussi beaucoup sur ce sujet. Si je prends un deuxième exemple, Bouygues Immobilier, où récemment tous les collaborateurs se sont mobilisés au cours d'un Customer Day pour construire leurs actions en fonction des valeurs et des engagements d'entreprise. Vous avez FDJ aussi, qui nous écoute peut-être, et travaille avec Florence Bouchot, qui est membre de notre club aussi, depuis quelques années, sur un magnifique programme d'acculturation client, avec des forums culture client tous les mois. Voilà, donc les initiatives sont vraiment très, très nombreuses. Et en fait, ici, l'idée de toutes ces entreprises, c'est de construire finalement le lien qui va permettre de passer à l'étape d'après et surtout de travailler sur des valeurs communes partagées par tout le monde dans l'entreprise
y compris par les personnes qui ne sont pas en interaction avec le client. L'étape qui va de pair juste derrière, c'est aussi ce qu'on appelle l'excellence client, c'est-à-dire la combinatoire entre l'excellence opérationnelle, je fais bien mon métier, je délivre correctement mon produit, et l'excellence relationnelle, c'est souvent un sujet qui est un petit peu plus difficile et plus compliqué, surtout, comme je le disais, lorsque les acteurs en interaction avec le client sont souvent des acteurs, par exemple, dans le domaine de la technicité ou qui ne sont pas forcément des acteurs de la relation commerciale. J'ai en tête, par exemple, la société ISS, qui a vraiment en lien avec ses valeurs de responsabilité sociétale au cœur, c'est construit dans le sujet qui est vraiment clé en ce moment et qui est très à la mode, une formation à la posture relationnelle des agents de propreté. Donc, c'est un programme qui s'appelle Service with a Human Touch. Donc, là aussi, conjugué donc excellence opérationnelle et relationnelle. Et enfin, arriver dans les étapes 6 et 7, que j'ai résumé ça pardon, par monétiser sa performance CX. Vous êtes dans des niveaux tellement élevés, des NPS qui sont donc par exemple supérieurs à 50, on va y venir dans quelques secondes, que finalement, vous allez utiliser votre performance de deux manières. La première, c'est vous allez communiquer sur ce sujet. Donc, ça va vous permettre de gagner, par exemple, des appels d'offres, d'améliorer votre image. Et puis, vous allez l'utiliser dans cette logique de pricing power qui vous permet, comme Nespresso, d'imposer des prix très élevés parce que vous donnez de la valeur sur l'expérience à côté, ou alors de finalement augmenter vos prix sans avoir de conséquences trop fortes sur la baisse, d'avoir une élasticité à la baisse sur votre chiffre d'affaires. La création de valeur, je vais vite là-dessus, c'est finalement l'étape ultime. C'est le moment, comme Lego par exemple, c'est le moment où vous êtes tellement mature sur votre expérience client que vous allez innover sur l'expérience client avec votre client. Donc c'est ce que fait Lego avec un programme qui s'appelle Lego Ideas. Si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil sur Internet. Et là, vous êtes dans l'étape ultime. Voilà, donc comme je vous le disais en synthèse, 1, 2, 3, les fondations, beaucoup d'entreprises. 4 et 5, on commence à accélérer le programme. C'est un petit peu plus compliqué, mais on garde sur la durée. Et 6 et 7, on commence à en dériver de la valeur. Voilà. Géraldine, je m'arrête là parce que je me rends compte que j'ai pris une grande partie du temps et je te cède la parole pour la suite. Merci Christophe. Alors, à travers cet échange, donc, du coup, nous allons aborder les quelques moments clés de la transformation client chez Hays, comme expliqué par Christophe avec ce superbe schéma. Donc, nous, il faut savoir déjà que la culture client chez Hays, depuis son installation sur le sol français, en tous les cas, est une véritable conviction. Et nous sommes convaincus que d'être customer-centric, c'est un véritable levier clé de performance et de différenciation pour assurer durablement la fidélisation de nos entreprises clientes. Alors, Hays est dans une démarche qualité proactive depuis 20 ans et nous, chaque jour qui passe, en tous les cas, nos collaborateurs, puisque j'engage aussi bien nos consultants que tous nos collaborateurs, puisque, comme le disait Christophe, la qualité, le service client est l'affaire de tous. Donc, on veut offrir à nos clients la meilleure expérience possible tout au long de la collaboration et ce, en onboardant régulièrement l'ensemble de tous nos collaborateurs. Alors, cette prise de conscience chez Hays, elle remonte à 2009. Le groupe avait décidé de lancer donc un plan de transformation et de change management sur la qualité de service et la culture client. Donc, pourquoi? Tout simplement pour viser à améliorer la satisfaction et la recommandation client et candidat sur l'ensemble de ces pays. Donc, on a introduit en fait en France pour la première fois une enquête de satisfaction adressée donc en continu à l'ensemble de nos entreprises clientes et de nos candidats en recherche active. Donc, à chaque fin de process, donc plutôt une enquête de satisfaction à froid est adressée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que si nous affichons un NPS au-delà de 50, même 60 parfois, parce que ça fluctue selon les trimestres, nous sommes partis il y a une vingtaine d'années sur un scoring négatif. Donc, comme l'a très bien expliqué Christophe, voilà, c'est en travaillant par le biais de plans d'amélioration continue que nous avons progressé en fait sur différentes thématiques, puisque tous ces verbatims en fait est élu au jour le jour, transmis
transmis à tous nos managers et donc on pouvait, par l'engagement manager, traiter chaque retour, qu'il soit positif ou négatif. Alors vous allez me dire, oui, bah, positif, on est toujours très satisfait d'avoir des retours positifs, mais donc on s'est concentré bien sûr sur ces verbatims négatifs. Le tout, c'était donc de lire ce verbatim. Donc, parfois, la négativité, on la retrouvait sur le suivi, sur le manque de rappel client, le manque de rappel candidat, la non-compréhension peut-être du besoin client, tout simplement. Donc, en échangeant avec le collaborateur, en échangeant avec le consultant, le manager, du coup, pouvait mettre en place, selon le verbatim, une action corrective à chaque retour de ces enquêtes de satisfaction. Et pourquoi? Toujours dans cette optique de fidélisation client-candidat et de résolution aussi de problèmes ou de réclamations en mode agile. Donc, tout ceci, on l'a appuyé par de fortes communications internes. Nous avons commencé à travailler aussi sur des chartes internes, donc pour que nos collaborateurs puissent voir un petit peu, avoir un état des lieux de là où nous en étions, où nous en étions, et de pouvoir donc du coup, à travers une stratégie portée par la direction, travailler sur toutes ces actions correctives suite à ce retour de verbatim. Donc, on a également travaillé énormément. Donc là, vous voyez donc une de nos chartes avec les 10 engagements donc, que nous demandons à nos consultants auprès de nos clients et auprès de nos candidats. Donc, nous avons travaillé sur des formations et un accompagnement aussi sur mesure de mon équipe auprès de chaque bureau et de chaque division parisienne. Donc, mon poste à la base avait été créé dans le but de piloter ce plan de transformation, de recueillir les premiers scorings, donc c'est ce fameux NPS qui était négatif à l'époque, et de travailler donc sur ces verbatims et d'acculturer surtout l'ensemble de nos collaborateurs à la culture client. Voilà. Donc, fort de notre activité commerciale, eh bien, notre portefeuille grandissait de plus en plus et il fallait prendre le temps du coup de s'arrêter et de travailler vraiment avec le client, avec ses attentes, avec ses besoins et de pouvoir vraiment l'accompagner dans tout ce processus de recrutement. Donc, Géraldine, je l'exploitation de ces t'interromps. premiers verbatims. Oui, oui, Tu oui. m'entends? Oui, Géraldine, je Oui, oui, je t'interromps un t'entends. instant. Peut-être que tu peux apporter une précision quand tu parles de consultants. Les consultants, pour bien comprendre par rapport à mon activité, ce sont finalement les personnes qui sont en relation avec leurs clients et avec les candidats. Avec les entreprises clientes, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. Donc, c'est juste une Voilà, précision exactement. peut-être que Donc, tu le pouvais apporter, hein. consultant. Oui, alors oui, j'en ai parlé rapidement au début lors de ma présentation, mais c'est ça. Donc, je vous disais qu'on travaillait de façon tripartite. Donc, nous avons nos consultants qui sont en lien permanent avec nos entreprises clientes et qui vont travailler sur les besoins en recrutement de ces entreprises et bien sûr les mettre en relation avec des candidats qui, eux, sont en recherche d'opportunités professionnelles. Et voilà, et ce qu'on espère à chaque fois, c'est que ça matche entre l'entreprise cliente et le candidat et voilà, et que nous travaillons ensemble, que nous continuions dans le temps la collaboration avec ces entreprises clientes. Et eh bien, comment on peut le faire? Bon, par ces enquêtes de satisfaction, pour raccrocher les wagons, ça a été l'exploitation en fait de ces verbatims, de ces retours de satisfaction ou d'insatisfaction, parfois de ces enquêtes de satisfaction qui ont permis de mettre en place donc, des plans d'amélioration continue autour de la qualité de service au niveau local. Donc moi, pour compléter mon équipe et cet accompagnement au changement, elle s'est faite aussi grâce à des formations sur la culture client, sur la qualité de service auprès de nos managers, bien sûr, donc le management par la qualité de service, mais aussi la création de relais que j'ai appelés référents qualité sur chacun de nos 22 bureaux en région et accompagnés par mon équipe. Donc pour nous, on est bien sûr basé sur Paris. Moi, je me déplace aussi en région, mais j'ai également des relais sur chaque bureau au niveau de cette qualité de service et de ce suivi vraiment au quotidien. Donc, nous avons été aussi plus loin dans cette démarche qualité en créant l'ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure, de nos chartes internes et externes qui reprenaient l'ensemble
de nos fondamentaux est toujours en place aujourd'hui. Moi, je crois fermement que ces chartes qui engagent nos collaborateurs voilà, doivent être constamment affichées, entretenues, échangées. Elles sont construites en miroir en plus de nos 5 valeurs de marque qui se matérialisent par donc, ces engagements de tout collaborateur. Donc, comme je le disais, il y a le consultant qui, lui, est vraiment en relation, bien sûr, avec le client et le candidat, mais il y a aussi tout l'ensemble de nos collaborateurs, et notamment ceux du back-office, qui entrent aussi dans cette qualité de service et dans cette culture client au quotidien. Alors là, on Donc, est sur les engagements ces chartes que plutôt vous voyez à l'écran, ouais, candidats. On est plutôt là sur les c'est ça. engagements candidats, hein, c'est ça. Hein. Exactement, voilà. Donc, ce sont les valeurs de nos marques, en effet. Donc, ce sont des engagements que nous prenons envers nos clients et nos candidats, puisqu'elles sont, voilà, elles sont tournées de façon à ce qu'elles répondent aussi bien aux clients qu'aux candidats, afin d'apporter donc un service d'excellence en continu, avec une stratégie claire sur la culture client pour tous nos collaborateurs. Voilà. Donc, je te laisse les passer en revue. Et elles sont affichées au sein de nos bureaux. Elles sont affichées aussi dans le lieu où nous recevons aussi nos candidats en entretien. Et voilà, la transparence est de mise en tous les cas avec tout notre public. Donc, tout à l'heure aussi, Christophe a parlé du point de vue digital. Donc, Ace est très présent sur les réseaux sociaux. Hein. Notre site internet ace.fr permet d'offrir à tous une vitrine des plus transparentes, et notamment sur tous nos scorings NPS et satisfaction, puisque, voilà, en toute transparence, nous souhaitons que les clients, les candidats qui visitent notre page, et même les prospects, ceux qui ne nous connaissent pas, en tous les cas, puissent retrouver l'ensemble des questions que nous posons à nos clients et candidats, des retours aussi, bien sûr, de nos clients sur des retours de satisfaction et de ce qu'ils ont pu vivre avec Ace à travers tout le processus de recrutement. Et puis, donc, c'est une promotion oui, régulière par ces verbatims de cette qualité de service et de toute cette transformation culture client que nous avons réalisée chez Ace. Donc, on accompagne nos clients de façon aussi digitale tout au long du processus de recrutement à travers de nombreuses solutions en termes d'offres d'emploi et de communication aussi RH sur le web. Et de faire bien sûr de leur recrutement une réussite. C'est pour ça que je parlais de transparence et de pouvoir complètement mettre en place aussi ces verbatims sur notre site ace.fr. Donc, nous délivrons aussi de nombreux conseils via nos canaux de communication, par exemple à nos candidats en recherche d'emploi, et on souhaite bien sûr les faire évoluer dans leur carrière. Donc, tout ceci à travers différentes communications. Donc, il faut savoir que Ace a 6 millions d'abonnés sur LinkedIn actuellement. Donc, nous sommes une société de recrutement, en tous les cas, qui est très, très suivie à travers le monde. Et donc, on essaye bien sûr d'attirer ce public, de les fidéliser et de continuer cette action qualitative aussi de service, d'accompagnement, de conseil auprès de ses clients et de ses candidats. Voilà, on souhaite promouvoir toutes ces campagnes à travers un large public. Et Géraldine, Oui, dis-moi. pour compléter peut-être, vous communiquez aussi un point que j'évoquais tout à l'heure hein, dans l'étape 6 de ma petite frise, là, sur les 7 moments clés de la transformation, où je parlais de monétiser la performance CX. Vous communiquez aussi sur votre niveau de satisfaction auprès de vos clients sur votre site internet, par exemple. C'est ce qu'on peut voir actuellement là, Tout sur à fait, l'écran. Hein. c'est ça. Tout à fait. Quand je parlais de transparence, c'est qu'on affiche le NPS, la recommandation, la satisfaction. Voilà, c'est vraiment le reflet des questions que l'on peut poser. En fait, on a 8 grandes questions qui incorporent, bien sûr, recommanderiez-vous Ace à votre entourage personnel ou professionnel? Et ce 84%, c'est l'effet miroir des 60%, des plus 60, on va dire, au niveau du NPS, entre promoteur et neutre, puisque je pense que tout le monde connaît le NPS entre le 0 et le 6, hein, qui donc rassemble les détracteurs, le 7 et le 8, hein, les neutres, et puis les 9 et les 10, ce sont les promoteurs. Donc, ce 84% reflète en effet ce plus 60 de NPS.
Et on met en D'accord, avant à chaque fois l'item qui a été le mieux noté courant du trimestre. d'accord. Et on peut peut-être juste revenir un instant, si tu en es d'accord. Tout à l'heure, tu sais, je parlais d'une étape qui s'appelle l'excellence client, qui est la conjugaison entre l'excellence opérationnelle d'un côté et l'excellence relationnelle. Donc, tu as évoqué cette notion d'excellence relationnelle puisque tu nous as dit que dès l'onboarding des collaborateurs, il y a toute une formation qui se fait sur les attitudes, sur les valeurs en relation avec le client. Sur l'excellence Oui, opérationnelle, je crois que vous êtes allé jusqu'à avoir un SLA, un Service Level Agreement, c'est ça. sur un certain nombre pour piloter finalement les actions concrètes opérationnelles qui sont menées chaque jour en lien avec la satisfaction. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Mm. Eh ben oui, donc Hayes en effet engage ses collaborateurs dans une stratégie claire, comme je disais tout à l'heure, avec un cap commun au travers de SLA, donc comme tu viens de le dire. Donc c'est vrai que chaque service, hein, que ce soit aussi bien côté front, donc côté commercial que back office, ils sont engagés en effet sur des SLA. Donc par un exemple, hein, sur les délais attendus, par exemple, d'un collaborateur sur son activité, le temps de traitement d'un dossier, par exemple, le temps de traitement d'une facturation ou de la mise à disposition d'un contrat quand on travaille en contracting ou quand on travaille en intérim, par exemple. Donc, c'est tout cet aspect de respect des engagements du collaborateur, le respect des engagements donc avec le client, puisqu'on s'engage aussi par des contrats. On a des contrats cadres, hein, on a une direction grand compte. Donc, tout ceci, ça rentre dans ce SLA qui, du coup, ne peut être que respecté et être transparent surtout. On demande à nos collaborateurs d'être très réactifs et de prévenir aussi chaque partie prenante, hein, qui a un lien avec un dossier clé, un dossier concerné. Voilà, il faut être transparent, réactif. Et c'est vrai qu'à travers ces enquêtes de satisfaction, eh bien, le client ou le candidat eh bien, peut noter aussi bien le front office, comme on dit, que le back office. Et ça permet du coup que ces actions correctives et que ces verbatims que nous récoltons eh bien, permettent aussi bien de travailler avec l'ensemble des collaborateurs du front et du back. Voilà. D'accord. Est-ce que ça a Et répondu à ta question? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et peut-être une petite question aussi sur l'étape que j'appelais l'étape ultime, qui est la création de valeur, donc innover sur l'expérience client avec le client. Vous avez apporté, si je me trompe pas, une petite touche assez intéressante qui est finalement vous vous occupez aussi de l'expérience de vos prestataires, en particulier dans le domaine de l'informatique. C'est bien ça. Est-ce que tu peux nous en dire un mot aussi sur ce sujet-là? Tu sais, Alors, au ni- la mesure de l'expérience finalement de vos intervenants dans le domaine de l'IT en interne chez vous, qui permet aussi de délivrer, d'accompagner l'expérience collaborateur, hein. Donc ça aussi, c'est un beau sujet, je pense. Mhm. Mhm. Eh bien, en interne, alors, on a bien sûr nos enquêtes de satisfaction externe, hein, voilà, auprès des clients et des candidats, mais aussi dans mon service, on travaille sur tout l'aspect aussi enquête qualité interne auprès de tous les services, notamment du back-office. Donc régulièrement, on se remet en question. J'envoie à peu près tous les trimestres des enquêtes internes sur différents services où l'ensemble de nos collaborateurs vont pouvoir aller aussi noter, s'exprimer, voir les points d'amélioration que l'on peut avoir aussi en interne. Et on a fait, en effet, on l'a diligenté en interne avec notre service informatique qui, lui, travaille quotidiennement avec l'ensemble de nos collaborateurs, puisqu'aujourd'hui, tout est digitalisé. Et donc, voilà, il faut être à même de pouvoir être toujours agile et de répondre à toutes les demandes ou les insatisfactions aussi de nos collaborateurs internes et de travailler aussi sur tout cet aspect-là chez ACE. Très bien, super, Bon, tu avais super. d'autres, du coup, d'autres questions. Alors, je Non, non, regarde non, l'heure je parce qu'il est pensais. 10h15 et je sais qu'on avait à peu près notre deadline. En tous les cas, juste pour finaliser, peut-être avant que Marie-Hermine et Marie-Louis reviennent auprès de nous ou avec des questions. Voilà, donc, elles ont continué sur cette démarche d'amélioration
constante, en tous les cas, pour assurer cette qualité de prestation d'excellence en continu et surtout d'innovation digitale. Aujourd'hui, on a bien compris que le digital, c'était vraiment aussi notre cœur de métier, donc avec cette vitrine. Et c'est vraiment lié à notre activité d'être vraiment en lien avec nos entreprises clientes et candidats de façon digitale. Donc, on est bien sûr en recherche de solutions pour offrir toujours davantage de qualité de service auprès de nos clients et nos candidats. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment que la direction, notre PDG, Fra Benelux, Madame Ling, en tout cas, ils ont vraiment la volonté de faire de la culture client une des priorités stratégiques de l'entreprise. Donc, on a une direction générale qui est très engagée et qui adopte différentes mesures en ce sens. Et donc, cette démarche culture client, elle fait vraiment partie intégrante de l'ADN de Hays aujourd'hui. Et tout ce onboarding de collaborateurs, elle est faite de façon continue à parler de la qualité de service, à parler de nos chartes, tout ceci à travers de formations et d'accompagnement vraiment sur mesure des managers et lié à toutes ces enquêtes de satisfaction qu'on peut avoir. Et Hays a vraiment une grosse volumétrie en termes de retours, puisqu'on tourne à peu près autour de 3000 retours par trimestre d'entreprises clientes et de candidats. Donc, ça fait un gros travail aussi de lecture et de mettre en place ces stratégies par rapport à tout ce qui nous a été dit dans ces enquêtes, en tous les cas. Super. Ben merci. Si tu me le permets, avant de passer la parole, à moins que tu souhaitais encore ajouter quelque chose, non? Non, parce que je faisais attention au Ah, timekeeper. Donc, d'accord, moi, je pourrais d'accord, parler encore une heure, mais je d'accord, sais qu'on a d'accord, quand même un timing. d'accord. Alors, pour respecter effectivement le timing, et avant de passer la parole à Marie-Hermine et Marie-Louis, bah, ce qu'on peut retenir finalement de ce que tu nous as dit, qui était une bonne illustration de nos différentes étapes, moi, je retiens trois choses. La première, c'est que euh, votre NPS aujourd'hui est supérieur à 50, mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque tu nous as dit que vous êtes Mhm. parti d'une situation négative. Donc, Négative. l'enseignement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. En revanche, on peut Non. aussi voir que ça a pris un peu de temps quand même. Ça, c'est la Ça a deuxième pris du temps. partie. Il faut lire, il faut aimer lire, il faut aimer lire et puis trouver une idée et puis un accompagnement voilà, sur tout ce qu'on a pu récolter au cours de ces années et surtout travailler sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt sur tous ces verbatims et tous les points d'amélioration. Voilà. Voilà, donc en fait, premier enseignement, il n'y a pas de fatalité, hein, c'est-à-dire qu'on peut s'en sortir même quand on n'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, digital native. Ça, c'est un point important. Et puis, la deuxième idée, c'est que effectivement, on n'y arrive pas par hasard. C'est un vrai travail avec une vraie méthode. Et puis, ce qu'on peut retenir dans ce que tu nous as dit, c'est que finalement, il y a tous les ingrédients, toutes les briques, tous les composants qu'on a vus tout à l'heure, dont on peut retenir d'abord peut-être un dispositif d'écoute client et collaborateur qui est quand même très, très complet, puisque tu l'as dit à un moment donné, mais il y a le client, il y a le candidat. Alors, c'est pas le candidat, c'est pas celui qui paye, hein, il y a le candidat aussi. On va même jusqu'à Mhm. effectivement des prestataires, comme tu disais tout à l'heure. Et surtout, il est opérationnalisé, c'est-à-dire qu'il est véritablement vivant dans l'organisation au travers des différents référents en région. Et puis une deuxième illustration peut-être de cette idée de méthode, et ça je pense que c'est le mot-clé peut-être de ce qui vous caractérise, tu l'as dit juste avant, c'est vous êtes en amélioration continue et vous êtes dans du systématisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît Oui. dans les métiers qui sont plutôt des métiers de production ou d'ingénierie, qui est remettre toujours les choses sur l'ouvrage, euh, et ben on le retrouve aussi dans les métiers de l'expérience client. Vous êtes dans une logique de systématisme qui vous permet aujourd'hui d'être là où vous êtes. De répétition, de process aussi, hein, parce qu'on a quand même des process en interne. Voilà, même si on n'est pas dans un carcan voilà, de process, parce qu'on laisse une liberté, en tous les cas, au quotidien commercial de nos collaborateurs. Mais voilà, on suit une ligne directive et on est dans la répétition. C'est-à-dire qu'on n'a pas de potion magique au quotidien. En tous les cas, ce qu'on a su faire pendant ces 20 dernières années, eh bien, on le répète inlassablement en onboardant aussi tous nos nouveaux collaborateurs, en se disant que ce qui a
fonctionné à un moment donné, hein, quand de toute façon on a un problème de suivi, eh bien, quoi de mieux que de décrocher son téléphone, d'appeler son client, de faire le point, d'être transparent, de faire attention à son engagement, de la prise d'engagement, de ce que l'on va dire à son client et de pouvoir, en tous les cas, toujours trouver une solution. Le but, c'est la fidélisation, c'est que nos clients ne partent pas non plus à la concurrence. Et si on est là voilà, depuis 22 ans, eh bien, c'est qu'on est dans cette démarche de continuité et de répétition, comme tu viens de le dire, ce systématisme voilà, d'engagement et de répétition de ce qui a fonctionné aussi précédemment. Super, je crois qu'on va s'arrêter là.